Erev Tov, Parashat Shlach Lecha cette semaine. On continue sur ce qu'on a commencé à dire la semaine dernière. On revient bien sûr sur les Béné Israël de cette époque d'Ordéa du Midbar qui ont fauté. Et comme on le sait, la Torah, elle prend son microscope, elle nous agrandit pour nous montrer quel est le shoresh, quelle est la racine des fautes. Parce que si on vient pour pointer les fautes, alors à la limite, ça ne veut presque rien dire. Il faut savoir que ces géants, alors on ne peut leur reprocher que le fil d'un cheveu par rapport à leur niveau. Mais bien sûr, la Torah, elle agrandit les choses parce qu'elle s'adresse à nous. Et nous, on pourra en retirer la leçon par rapport, encore une fois, à la racine des choses. Donc on va essayer de voir dans cette paracha quelle est la racine des choses, d'autant plus que lorsque les Béné Israël, dans le désert, ils ont fauté, alors combien de fautes est-ce qu'ils ont fait? Ces fautes ont été comptées, et heureuse encore une fois, cette génération, on a pu compter ces fautes. Mais on a vu que Rav Elchanan Spector, comme ça il dit, c'était un des grands de la génération, il dit que le Chet HaEgel, la faute du Vaudor, on peut imaginer, Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, il l'a pardonné au Béné Israël. La faute qu'on a vue la semaine dernière, les Mitonénim, ils se sont plaints, ils voulaient manger des choses, la Ta'ava et ainsi de suite, ça a été aussi pardonné. Beaucoup de fautes, toutes les fautes à la limite ont été pardonnées, à l'exception de cette faute qu'on voit dans la paracha de cette semaine, où les Béné Israël ont parlé contre la terre et on a vu qu'ils n'ont pas été pardonnés. Pourquoi cela? Pourquoi cela? On va essayer de voir. Mais justement, il en retire, Rav Elchanan Spector, il en retire la leçon que on peut, Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. Mais lorsqu'on vient à parler contre la terre d'Eretz Israël, contre notre peuple, alors combien est-ce qu'on se doit de faire attention? Et d'autant plus qu'on vit dans cette génération où malheureusement, voilà, il se passe énormément de choses en terre d'Eretz Israël, donc il faut faire attention et garder sa bouche. On ne peut pas se mettre à leur place et encore moins pouvoir les juger. Nous, en tant que Français qui ont toutes les aides de la belle France, avec tout le confort qui se doit, mais en Eretz Israël, les malheureux, ils vivent dans un stress et dans une société qui n'est pas du tout évidente. Donc encore une fois, première chose, apprendre à se taire. De toute façon, on va parler de ce sujet comme il se doit. Donc, si je vous pose la question, combien de Meragelim, combien d'explorateurs ont été envoyés? C'est marqué Ish Echad, Ish Echad. Donc, il y en avait 12. Le Tosfot, dans Masechet Sota, il dit que du fait qu'il est répété 2 fois Ish Echad, il ramène un Yerushalmi qui dit qu'en fait, il y en avait 24. 2 par tribu. Ish Echad. Mais peu importe, disons qu'il y en avait 12. Est-ce qu'on envoie réellement 12 explorateurs quand on veut explorer une terre? On a besoin d'envoyer vraiment des gens qui vont regarder, qui vont... Est-ce qu'on en envoie 12? On en envoie quelques-uns. C'est ni vu ni connu. On essaye de faire les choses en douce. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé jusqu'à 12 explorateurs? Le Ramban nous dit un Chidush Nifla. Il dit que ici, Akadosh Baruch Hu, justement, il a été Merachem sur les Béné Israël. Ils ont envoyé une par tribu pour dire que peut-être que s'ils envoient autant, alors éventuellement, ils auront le mérite d'être pardonnés. Ils auront ce srout, ils auront siyata d'Ishmaya pour ne pas fauter. Mais malheureusement, alors, ils ont fauté. Et une fois qu'ils fautent, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je les punis. Mais je les punis tous ensemble. Et sur cela, le Rosh Yeshiva de Slabodka, Rav, comment il s'appelle? Rav Dovlando. Le Rav Dovlando, il rajoute, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bien que s'ils fautent tous, alors Akadosh Baruch Hu, il va tous les punir? Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu ne pourra pas détruire tout le clan d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle, quelque part, on se console, à savoir que s'ils fautent tous et que Hachem devra les punir, il ne va pas les anéantir. S'il s'agissait de 1 ou 2 tribus, alors Hachem peut-être qu'il aurait envoyé une punition plus grave. Mais lorsqu'il s'agit de tout le clan d'Israël, alors quelque part, Akadosh Baruch Hu ne les détruit pas. Une autre raison, c'est que ici c'est marqué que on ne voit pas le mot Meragelim, explorateur dans la Torah. Qu'est-ce que Hachem il a demandé?
ça veut dire que Moshe s'est adressé à Hachem pour envoyer des hommes, Veyatouru. Veyatouru, ce sont des tayarim. Tayarim, ce sont des gens qui vont, comment on traduit un taillard? Qui vont visiter. Ce sont des touristes. Ils vont aller pour visiter. Quelle est la différence entre un taillard, un touriste et un meragel, un explorateur? C'est que justement le meragel, lui, il va aller explorer les défauts. Il va voir les problèmes. Il va venir critiquer à la limite. Pendant qu'un taillard, lui, qu'est-ce qu'il fait, un touriste? Il va dans le pays, il ne voit que les choses d'un bon œil. Il est heureux de se promener en Israël. D'ailleurs, tout le monde qui revient d'Eretz Israël n'ont que des choses positives à dire. Mais celui qui habite en Eretz Israël, alors là, doucement, doucement, voilà. Mais tout ça pour dire que on a envoyé des tayarim, des touristes, qui sont devenus malheureusement des explorateurs, qui sont partis chercher les choses et qui ont fini par critiquer. Et quelque part, c'était ça la faute. On vous a confié une mission. Pourquoi avez-vous changé votre rôle en plein milieu? Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et donc, ils ont transformé leur mission et ils sont partis chercher donc les problèmes. Rashi nous dit au début de la paracha, donc on voit que Rashi pose la question, il dit, mais pourquoi l'amanismecha? Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé justement la paracha des Meragelim à la paracha de Myriam qu'on a vu dans la fin de la paracha de Be'alotecha? Et Rashi de répondre, les filles chez l'Aktal Iske Diba, parce que Myriam, comme on le sait, elle a été atteinte de lèpre parce qu'elle a parlé contre Moshe, son frère. Et voici que Ureshaim alalu raou velo lakrumusa. Et regardez comment le Midrash Tanchuma les appelle. Rashi ramène le Midrash. Et Ureshaim halalu raou velo lakrumusa. Déjà on les appelle des Reshaim. Ils ont vu et n'ont pas pris la leçon. Donc regardez la responsabilité de celui qui peut apprendre quelque chose et qui ne le fait pas. On va revenir dessus justement pour voir un petit peu quelle était la faute. Mais lorsque on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire cette question que Rashi ramène? Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la paracha des Meragelim à la paracha de Myriam? À la limite, ça ne veut presque rien dire. Et pourquoi ça ne veut presque rien dire? Parce que si j'ouvre la fin de la paracha de Be'alotecha, il est marqué là-bas, Lo nasa ad he'asef Myriam, ve'ha'am lo nasa. Et voici que le peuple n'a pas voulu voyager, n'a pas voyagé, jusqu'à ce qu'on a pu récupérer Myriam. Lorsque Myriam a été atteinte de lèpre, donc elle a été se purifier. Une fois qu'elle a fini sa purification, qu'elle est revenue, c'est là que le peuple a continué sa route, pour le kavod de Myriam justement. Et ensuite, la Torah nous dit en toutes lettres, Ve'achar naseu ha'am mehatzerot, ve'yahanu bemidbar paran. Et voici que après ils ont voyagé mehatzerot depuis Hatzerot et ils sont partis au midbar de Paran. Et tout de suite ici, on voit que les Béné Israël, Vaishlach otam Moshe mi midbar Paran al pi Hashem. Donc on voit que c'est exactement la suite logique. Moshe, il a envoyé depuis le midbar Paran, là où il s'était arrêté dans Parashat Be'alotecha, et c'est là qu'il les a envoyés, donc pour explorer la terre. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que Rashi pose une question pareille? Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la venue des Meragelim, donc l'histoire des Meragelim à l'histoire de Myriam? Arrête, c'était la suite logique. Il n'y a pas de question pareille. Si finalement ce n'était pas dans l'ordre chronologique, alors éventuellement là, il conviendrait de poser la question. Mais ici, on voit en toutes lettres que c'était vraiment la suite logique. Alors regardez bien. Il y a un Rashi au début de Parashat Devarim. Là-bas, Rashi nous explique qu'il faut faire attention à un nom qui s'appelle Hatzerot. Rashi revient sur le premier verset dans Devarim et il nous dit que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, Be'ever hayarden bamidbar, ba'arava molsuf, ben paran ou ben tofel, ve'lavan va Hatzerot ve'dizav. Et donc Rashi, il revient sur Hatzerot, qui est mentionné chez nous. Et Rashi, dans sa première explication, nous dit c'est quoi Hatzerot? C'est Mahlokto Shel Korach. Donc on voit ici que dans l'ordre chronologique des choses, Rashi nous l'a dit dans Devarim, que réellement, avant même l'épisode des Meragelim, il y avait la Mahloket de Korach qu'on verra la semaine prochaine.
Et on voit ici que la Torah, elle a fait hafour, elle a fait le contraire. D'abord, elle nous a parlé de Myriam, tout de suite elle a juxtaposé donc la faute des Meragelim, et ensuite elle est revenue sur l'histoire de Korach qui normalement devait devancer l'épisode des Meragelim. Et donc c'est la raison pour laquelle il convient dans ce cas de poser la question Lama nismecha, pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé justement les Meragelim à Myriam. Et la vérité c'est que on verra que ici il y a un énorme chidouche. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé? Vous allez voir. Ici, lorsque on touche à cette paracha donc des Meragelim, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Moshe, bien sûr, il vient revendiquer au nom du peuple qu'on doit envoyer des gens pour explorer la terre. Mais j'ai vu un machal magnifique d'un homme qui avait mal au genou ou à côté du genou. Et donc, il va chez son médecin et il lui dit, écoutez, j'ai presque rien, mais la vérité, quand je marche, à partir d'une demi-heure, je commence à ressentir quelque chose et vraiment ça me gêne et tout, c'est dérangeant. Alors le médecin il lui dit, va faire une radio, il revient. Il va faire la radio, il revient, il analyse et il lui dit, voilà, tu as ça et ça. Il lui donne le nom de la maladie. Il lui dit, regarde, je te dis la vérité, c'est une maladie qui ne tue pas, mais tu mourras avec. C'est-à-dire, tu peux vivre avec, il n'y a pas de souci. Mais sache que si tu as envie d'enlever cette chose-là, alors ça va coûter assez cher. Il lui dit, tu devras faire une opération qui est très sensible pendant 5 heures d'affilée sur la table d'opération, et ensuite tu vas passer une semaine à l'hôpital, et ensuite tu feras 6 mois de rééducation. Est-ce qu'il y en a un parmi nous, Chazé Shalom, qui pourrait faire une opération pareille dans des conditions pareilles? On va hésiter. Voici que lui ne s'arrête pas là, il va chez son Rav. Il a l'habitude de poser la question au Rabbanim, il va chez son Rav. Vodara, voici ce que le médecin m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il réfléchit, il lui dit, regarde, moi, à ta place, je l'aurais pas fait. Et la vérité, je te conseille pas de le faire. Mais si tu veux, tu peux le faire. Est-ce que dans un cas pareil, on l'aurait fait, Léo? Peut-être que non. Le Rav, il te dit, moi, à ta place, je l'aurais pas fait, je te conseille pas de le faire. Mais si tu veux, tu peux le faire. Qui c'est qui a décidé de faire une opération pareille? Et pas parce que c'est son Rav qui le lui a demandé, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a dit. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, écoute, moi, à ta place, j'aurais pas envoyé les explorateurs. Et la vérité, je te conseille pas. Mais les Da'atra, pour toi, si tu veux, fais-le. Et voici que Moshe Rabbeinu, il a été et il a fait une telle chose. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu prendre la responsabilité d'envoyer donc ces explorateurs qui ont fini par fauter, et une faute des plus terribles, puisque on voit directement qu'ils ont été tués par une épidémie, mais une épidémie des plus terribles, où on voit que leur langue elle est descendue jusqu'à leur nombril, et qu'il y a des vers qui sont venus les manger, et toute la génération donc qui était dans ce désert, donc à cause de cette faute, ils sont restés 40 ans dans le désert, et toute cette génération va mourir dans le désert, et c'est uniquement les enfants qui rentreront en Eretz Israël. Donc, regardez la gravité de ce qui s'est passé donc avec toute cette génération. Tout ça pour dire que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait une telle chose, d'avoir pris cette responsabilité d'envoyer justement donc ces explorateurs. Et on dit que c'était pas n'importe lesquels, c'était Kulam Anashim Raché Bene Israël Hema, c'était parmi le top niveau du clan d'Israël. Il faut se rappeler la Gemara dans Masechet Shabbat qui dit qu'un homme ne faute pas, hein, ça veut dire il descend pas de son niveau aussi élevé pour tomber aussi bas aussi vite. C'est-à-dire qu'un homme de manière vraiment graduelle, il finit par descendre. Le Yetzer Hara ne s'attaque pas à un homme de la sorte. Doucement, doucement, il le fait fauter par ça et ensuite par ça jusqu'à ce qu'il lui demande, en fin de compte, de faire la Avodah Zara. Mais on voit que c'est de façon vraiment graduelle. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec les explorateurs? Comment est-ce qu'ils ont pu fauter? Comment est-ce qu'ils ont pu faire une telle chose? Si je vous pose la question, quel est l'animal sur Terre le plus intelligent?
Alors j'ai appris ça cette semaine. Il y a une... Le renard, c'est le plus rusé, c'est pas le plus intelligent. Alors, c'est vrai, c'est le singe, mais pas n'importe lequel. Alors, il y a dans Masechet Kil'aim, écoutez bien, Masechet Kil'aim ramène un animal qu'on appelle Adne Hasadeh. Il y a deux pérouchim là-bas. Il y a le pérouche du Barthénora qui nous dit que cet animal, il est moitié animal, moitié végétal. C'est-à-dire qu'il a son nombril qui est attaché à la terre et c'est comme ça qu'il se nourrit. C'est un animal qui est féroce et très très dangereux. Ça c'est le Barthénora. Mais le Tiferet Israël qui est là-bas sur place nous dit qu'il traduit comme ça Barnash Detor, qui veut dire c'est un homme des montagnes. Et Rashi de dire c'est qui l'homme des montagnes? C'est le coff qu'on appelle, le singe qu'on appelle orang-outan. Et c'est ce singe en question, on a la possibilité de pouvoir l'apprivoiser au point de l'habiller en costume comme un homme, de lui apprendre à manger avec couteau fourchette, de lui faire faire des choses inimaginables, à la limite, qui ressemblent vraiment à l'homme. Et donc, ce singe-là, qui est arrivé à un niveau vraiment d'intelligence où vraiment on pourrait se poser la question, j'ai entendu un Dayan qui a expliqué la chose de la sorte, un Dayan qui s'appelle Ravatias, qui est à Bnei Brak. Il a dit, comment se fait-il que l'homme moyen, on va dire, il a un IQ de 100, 110. Et cet homme moyen est arrivé à monter jusqu'à dans la Lune. Il a construit des fusées, il a construit des... On ne peut pas imaginer ce qu'il n'a pas fait sur Terre. Alors on va dire que ce singe, il a la moitié. Il aurait dû arriver au moins à faire, je ne sais pas moi, un train. Allez, même pas le train, qui nous fasse ne serait-ce qu'une roue. Mais on voit que le singe, il est resté un singe. La banane, du début de sa vie jusqu'à la fin, il n'a pas évolué. Il a dit, c'est quoi la différence? Il a dit, le koach, la force qu'il y a chez l'homme, c'est que l'homme, il a cette possibilité de pouvoir transmettre aux générations. C'est-à-dire que ce qu'on a appris, c'est ce qu'on transmet aux générations. Lorsqu'un homme, il naît sur Terre, il naît et il continue sur le savoir de tout ce que les hommes, auparavant, ont réfléchi, ont construit, ont développé. Pendant que le singe, lui, s'arrête à son niveau. Il n'a pas cette faculté de pouvoir transmettre aux générations. Et la vérité, les Béné Israël, il faut réaliser que la chose la plus importante pour nous, c'est justement la transmission. Il n'y a pas de plus grande chose que la transmission. Et j'ai vu que ici, il faut savoir que la transmission ne peut être faite que s'il y a un kavod dans les générations. Et le Shulchan Aruch, lui, il y a 2 simanim sur Kibud Avem, il y a 2 autres simanim sur Kibud Rabo, sur le kavod qu'on a pour les parents et pour le kavod qu'on a envers son rab. Pourquoi autant de halachot à ce niveau? Justement, parce que pour nous le plus important, c'est de transmettre aux générations. Et si déjà on transmet aux générations, on ne va pas transmettre à quoi goûte le chocolat. On va transmettre des choses qui en valent la peine. On va transmettre la Emouna, Shema Israël. On va transmettre des grandes choses. Et donc voici que le Shulchan Aruch nous rappelle à l'ordre. On ne peut transmettre, il y a de transmission que s'il y a kavod dans les générations. Et voici que ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? On voit que lorsque les générations ont perdu ce kavod, alors c'est impossible qu'il y ait transmission. Et donc Moshe Rabbeinu, on se rappelle de la question, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a pris donc le courage d'envoyer ces explorateurs? Alors regardez bien, c'est triste au possible, mais Moshe Rabbeinu, dans le livre de Devarim, encore une fois, lorsqu'il vient à faire des reproches de manière les plus subtiles au Béné Israël, il résume la Torah et il leur fait les reproches. Quand il arrive à la faute justement des explorateurs, alors Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, Vatikrevun elai kulechem, vous vous êtes rapprochés de moi tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, vous vous êtes rapprochés de moi tous ensemble? Vatomeru nishlecha nashim lefanenu, vous m'avez dit, alors on va envoyer des hommes, ils vont juste aller vérifier qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés? Regardez Rashi, que veut dire Vatikrevun elai kulechem, vous vous êtes rapprochés de moi? Beir Bouvia,
vous êtes venus en mélange. Qu'est-ce que ça veut dire en mélange? Alors c'est marqué que ici, Vatomeru, Yeladim echabedim et azekenim veshalchu lifnehem, ou zekenim echabedim et arashim lalechel lifnehem. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes venus en mélange? C'est-à-dire que Yeladim dochafim et azkenim. Les petits sont venus et ils ont poussé les anciens, ou zekenim dochafim et arashim, et même les anciens, ils ont poussé les chefs. Tout le monde est venu dans un tel mélange, dans une telle pagaille, que Moshe Rabbeinu, il a jugé que, on voit qu'ici, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de transmission possible. Je suis obligé de les envoyer justement pour ne pas causer de fautes encore plus graves que celles des explorateurs. Ils sont venus de manière tellement mélangée, tellement de la sorte que Moshe Rabbeinu, il a dit, ça y est. Au moins que eux ils aillent, mais qu'on ne fasse pas fauter tout le clan d'Israël. Donc quelque part, voilà, c'est ce qu'on reproche un petit peu. J'ai vu le Midrash dans Yalkut Shimoni au début de la paracha de Shlach Lecha. Alors lui le dit en toutes lettres. Très difficile pour nous de pointer du doigt quelle était réellement la faute qu'on reproche aux explorateurs, aux Meragelim. Mais le Midrash le dit en toutes lettres, il nous dit ici, il s'agit d'une faute qui s'appelle la paresse. Qui s'appelle la paresse. Et la vérité, il y a tellement de choses qu'on pourrait pointer du doigt, mais la paresse, ça demande réflexion. De quelle paresse est-ce qu'il s'agit ici? Alors écoutez bien, parce que ça nous touche réellement. Bien sûr que la Torah s'adresse à nous et elle nous parle à nous avant tout. Elle ne vient pas relater des faits qui se sont passés à cette époque-là uniquement. Elle vient s'adresser à nous par rapport à la faute pour que nous, on en prenne la leçon. Alors regardez bien. Ici, on se rappelle que Myriam est arrivée et lorsque les Zekenim, les 70 Zekenim, ils ont été choisis, alors voici que Myriam, elle a une discussion avec Tzipora, qui est la femme de Moshe Rabbeinu. Et Myriam de dire que voici qu'ils ont un mérite incroyable, ces 70 Zekenim. Pourquoi? Parce que justement, ils vont être choisis et ils seront à un niveau inimaginable, proche de Moshe Rabbeinu, qui lui est proche de Hachem. Et donc c'est un énorme mérite. Mais voici que Tzipora, elle dit, aïe, malheureusement, ils vont finir par se séparer de leur femme, comme Moshe s'est séparé de moi. Et Myriam de dire, mais quoi? Moshe s'est séparé de toi, et pourquoi il s'est séparé de toi? Alors Tzipora de lui répondre que du fait que Moshe devait être en contact directement toujours avec Hachem, donc il devait se séparer justement de sa femme pour rester dans un niveau de Kedusha spécial, et c'est la raison pour laquelle donc il s'est séparé. Mais voici que Myriam, elle est partie directement parler à Aaron son frère, et elle lui a dit, voici que Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous aussi, comme il le fait avec Moshe. Mais nous, on ne s'est pas séparé de notre conjoint, comme l'a fait Moshe. Et c'est sur cela que Akadosh Baruch Hu a attrapé Myriam et Aaron, et ils ont été punis pour le Lashon Hara qu'ils ont fait. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? On parle de Myriam, la grande sœur de Moshe, qui elle-même a sauvé Moshe, on se rappelle, lorsqu'il est né dans le berceau, et qui a suivi Moshe toute sa vie. Myriam qui, encore une fois, a fait du Lashon Hara à son niveau, les Shem Shamaim sur son frère qu'elle adorait, et elle ne l'a fait uniquement, vraiment, par pur les Shem Shamaim, pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici, et voici qu'elle a été punie. Sur cela, alors, les Meragelim ont dit qu'ils ont été punis par la paresse qui était apparente ici. Pourquoi la paresse? Parce que justement, ce qui se passe sur terre, et c'est ça ce qu'on doit apprendre, lorsque se passe une épreuve sur terre, lorsqu'il y a un signe qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, lorsqu'il y a un prochain qui est en train de souffrir, alors on se doit de prendre la leçon et de ne pas attendre Chas v'Shalom que ça arrive sur nous, mais qu'on en tire la leçon et qu'on ne soit pas paresseux à ce niveau. Combien de fois ça nous arrive d'étudier une halakha et de se dire bon, je la ferai la prochaine fois, ou une autre fois, ou quand j'aurai la force. Ou bien on étudie du moussar, ça c'est le top, et on kiffe le moussar qu'on est en train d'étudier. Mais
Quand est-ce qu'on va se dire, ok, j'arrête, j'ai lu, j'ai compris la vérité, j'arrête, je me prends en main, je change. Quelque part, on est pris par la paresse qui est à l'intérieur de nous et c'est difficile pour nous de changer. Ici, on les appelle Rechaim, ces Meragelim, justement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Lorsqu'ils ont vu que Myriam, elle a été punie justement parce qu'elle a parlé sur son frère adoré, ils auraient dû se dire, si déjà Myriam qui a parlé sur son frère qu'elle aime tant, les Shem Shamaim, elle a été punie, alors nous, comment est-ce qu'on pourrait ouvrir la bouche sur la terre d'Eretz Israël que Akadosh Baruch Hu, il a béni et qui voulait nous offrir avec tellement de brachot, avec tellement de... Et donc, sur cela, les explorateurs, ils ont été, justement, on les a punis parce qu'ils auraient dû tirer la leçon. Quelque part, ça nous rappelle à l'ordre. Il faudrait vraiment se prendre en main et réaliser que, déjà, d'une part, faire du Lachon Hara, c'est déjà très très grave. J'ai vu beaucoup de Mefarshim qui posent la question, qui disent, mais comment se fait-il que l'histoire des explorateurs, alors elle ne vient pas après la paracha de Tazria Metzora. Parce que dans la Torah, c'est dans le livre de Vaïkra qu'on parle du Lachon Hara. Dans paracha Tazria Metzora, c'est là l'adresse. Pourquoi est-ce qu'on a fait juxtaposer l'histoire des Meragelim à Myriam pour nous enseigner qu'ils n'ont pas tiré la leçon? Tirer la leçon du Lachon Hara, si c'était pour la leçon du Lachon Hara lui-même, on aurait dû apprendre cela de Tazria Metzora. Pourquoi est-ce que je vais l'apprendre d'Afka de Myriam? Eh bien justement, c'est parce que ici, le problème n'était pas le Lachon Hara lui-même à 100%, c'était la leçon qu'ils auraient dû tirer de ce Lachon Hara qui a été fait et de quelle manière, de qui, par rapport à qui. Donc quelque part, voilà, on nous rappelle à l'ordre, on nous demande de réfléchir, on nous demande de prendre les leçons. Et Dieu seul sait combien de choses se déroulent devant nos yeux dans cette génération dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et on ne peut pas continuer à vivre comme on le fait. Et on se doit justement de prendre la leçon, essayer de changer, essayer de s'améliorer. On se rappelle d'une histoire peut-être que je vous avais racontée, de deux jeunes filles en Eretz Israël qui étaient dans le bus et qui étaient en train de discuter. Ah, tu as entendu, Rachel, elle se marie. Et la deuxième, elle lui dit, aïe, 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 le malheureux ce Hatan qui est tombé sur Rachel. Rachel, on la connaît. Et le malheureux, il va souffrir. La vérité, les midotes qu'elle a Rachel. Et voici qu'il y avait une grand-mère derrière qui lui dit, excusez-moi, vous parlez bien de Rachel, telle fille? Alors, ils lui disent oui. Il lui dit, ah, vous m'avez sauvé. C'est mon petit-fils qui doit se marier avec elle. Et donc, je m'empresse de le lui dire. Comme ça, on va casser le mariage. Et donc, les deux filles se regardent et se disent, non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ne faites pas ça. Et voici que la grand-mère de leur dire, ne vous en faites pas. Ce n'est pas mon petit-fils. Je voulais juste vous montrer combien ça aurait pu être grave de se permettre de parler, de tirer des conclusions, de faire des choses qui sont à la limite gratuites, pendant qu'un Ben Israël, c'est celui qui apprend à réfléchir, apprend à se poser, apprend à comprendre un petit peu le monde. Donc voici un beau message sur cette paracha pour nous permettre encore une fois de grandir. Et donc toutes ces belles parachiotes, on se doit vraiment de réfléchir pour se transformer, pour devenir d'autres. Shabbat Shalom Evrach.